à la ressourcerie de l'écrivain, comme il y a eu une interruption de 3 semaines à peu près dans les diffusions de la lecture des chapitres des Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, je vais vous faire un petit récap parce que pour ceux qui les suivent tous les dimanches, donc comme il y a eu une interruption de 3 semaines, c'est peut-être pas évident de se souvenir où est-ce qu'on en est. Par contre, pour ceux qui enchaînent l'écoute des différents chapitres, je vous conseille de passer cette partie parce que ce sont des choses que vous venez d'entendre. Donc, dans les 10 premiers chapitres des Hauts de Hurlevent, on a Monsieur Lockwood. Il est parti louer la grange de Thrushcross pour 1 an à Monsieur Heathcliff qui vit dans la maison des Hauts de Hurlevent. Donc, il n'a pas été très bien reçu, il y a une histoire avec des chiens et compagnie. Il retourne le lendemain voir Heathcliff, il revoit Joseph, il y a aussi une jeune fille et un homme. Il se trompe un peu en pensant que la jeune fille, donc c'est Catherine fille, est l'épouse de Monsieur Heathcliff. Enfin, il a du mal un peu à resituer qui sont les gens. Donc les gens qu'il voit, c'est Ayrton, le jeune homme, donc le fils de Hindley. La jeune fille, c'est Catherine, donc la fille de Catherine. Et il y a toujours Joseph, le paysan, et Heathcliff. Comme il y a une tempête de neige, Monsieur Lockwood est contraint de rester à Hurlevent. C'est une autre domestique qui l'amène à sa chambre. Et dans la nuit, il va voir des inscriptions dans la pièce. Catherine Earnshaw, Catherine Heathcliff, Catherine Linton. Il lit aussi le journal de Catherine et découvre la complicité qu'elle entretenait avec Heathcliff. Je suis en train de vous lire en fait un résumé. Il y a toute une apparition du fantôme aussi de Catherine, un truc un petit peu hallucinatoire. Heathcliff demande à Monsieur Lockwood de quitter la chambre, qui était la chambre de Catherine mère, et Heathcliff s'effondre, demande à Catherine de venir à lui. Dans le 4e chapitre, Monsieur Lockwood est installé à la grange et apprend l'identité des personnes qu'il a vues à Hurlevent par Hélène Dean, donc Nelly. Nelly va devenir la narratrice du passé et Monsieur Lockwood sera celui du présent. On apprend que Ayrton Earnshaw aurait dû être le propriétaire légitime de Hurlevent. On lui apprend également qu'il a vu donc Catherine Linton, donc la fille de Linton et de Catherine mère, et cette femme est devenue Madame Heathcliff parce qu'elle a épousé le fils de Monsieur Heathcliff, qu'on ne connaît pas encore. Et Madame Dean conseille à Lockwood de ne pas avoir trop affaire avec Heathcliff parce qu'il n'est pas fréquentable. Madame Dean se met à raconter un peu l'histoire des Earnshaw, donc il y avait Hindley, le fils aîné, il y avait Catherine. Le papa Earnshaw revient avec un enfant qui s'appelle Heathcliff. Hindley développe une haine viscérale contre lui. Madame Earnshaw n'est pas très ravie de récupérer un autre enfant. Elle meurt assez rapidement. Et il se développe en fait une relation assez fusionnelle entre Catherine Earnshaw, donc alors enfant, et Heathcliff. Après le décès de Madame Earnshaw, c'est le père Earnshaw qui commence aussi à décliner. Il envoie son fils Hindley en pension. Le père Earnshaw a également des difficultés à gérer les caprices de sa fille et les écarts de Heathcliff. Heathcliff qui est devenu son préféré. Le père de famille est rapidement sous la domination d'un certain Joseph qui utilise la religion pour avoir la mainmise sur Earnshaw. Et à la fin du chapitre 5, Monsieur Earnshaw meurt. Lors des funérailles de Monsieur Earnshaw, Hindley revient avec sa femme, Frances. C'est le nouveau maître des lieux et la première chose qu'il fait, parce que la haine qu'il a envers Heathcliff est toujours flamboyante, c'est de le faire descendre de son piédestal et de le remettre entre guillemets dans un statut de domestique auquel il devrait prétendre. Après tout, c'est un enfant trouvé. Catherine et Heathcliff n'ont de cesse de désobéir à Hindley, donc le frère aîné de Catherine, jusqu'au jour où ils sont partis observer Monsieur et Madame Linton et leurs enfants surtout, qui sont à la grange, donc à Thrushcross Grange.
Catherine se fait attaquer par un chien. Elle peut pas rentrer à pied. Ce qui fait que la famille, qui se sent un petit peu couillonne, va garder cet enfant-là Catherine doit avoir une douzaine d'années, un truc comme ça. Ils vont la garder quelques semaines, le temps qu'elle se remette. Elle passe 5 semaines chez les Linton. Quand elle revient, elle est beaucoup plus soignée. C'est une dame, entre guillemets. Elle se moque de Heathcliff qui arrive en étant tout crapouilleux. Heathcliff fait l'effort de se laver par égard pour Catherine, pour Noël. Il y a une dispute avec Edgar Linton dans laquelle Heathcliff finit par être puni et mis dans le grenier, il me semble, enfin enfermé dans sa chambre. Pendant la fête de Noël, Catherine rejoint Heathcliff en cachette. Madame Dean apprend que Heathcliff souhaite se venger de tout ce que lui a fait subir Hindley. Donc de la maltraitance, etc. Lorsque Madame Dean lui explique que c'est à Dieu de punir les méchants, il lui confie que Dieu ne prendra jamais autant de plaisir que lui. On passe à l'été 1778. Ayrton, le fils de Hindley et de Frances, vient de naître. Frances meurt peu de temps après, ce qui aggrave vraiment l'état de santé de Hindley qui commence à sombrer dans la folie et l'alcool et la haine envers Heathcliff. Heathcliff est très content que Hindley se dégrade. Catherine a 15 ans, c'est devenu une personne méchante et hautaine. Il y a une dispute avec Edgar qui vient lui rendre visite. Il y a une dispute entre Catherine et Madame Dean, et Catherine pince Madame Dean pour la faire partir. Le petit Ayrton, dont Madame Dean s'occupait parce que c'est sa nounou, se met à pleurer. Catherine le secoue. Edgar tente de l'arrêter et elle se met à le violenter. Edgar est déterminé à partir malgré le chantage qu'elle lui fait, mais il finit par faire demi-tour. Ils s'avouent alors leur amour. En revenant alcoolisé, Hindley manque de tuer son fils en le jetant du haut de l'escalier. Heathcliff, qui passait par là, rattrape le gamin au vol. Catherine va prendre conseil auprès de Madame Dean en disant qu'elle a accepté la demande en mariage d'Edgar Linton. Madame Dean se rend compte qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Catherine explique alors à Madame Dean qu'elle souhaite épouser Edgar pour avoir l'argent nécessaire pour aider son ami Heathcliff. En réalité, c'est lui qu'elle aime. Heathcliff entend tout et décide de fuir. Quand elle se rend compte que son ami est parti, elle se met à l'appeler dehors sous la pluie. Elle revient mouillée et tombe malade. Peu de temps après, les parents d'Edgar meurent. 3 ans plus tard, Catherine a retrouvé la santé, épousé Edgar. Madame Dean est contrainte d'accompagner Catherine et Edgar pour vivre avec eux à Thrushcross Grange. Elle abandonne Ayrton avec regret. Et le dernier chapitre que j'ai lu avant d'être malade et remalade et de passer les fêtes de Noël et du Nouvel An, Lockwood, donc celui qui loue Thrushcross Grange dans le présent, il est malade et pendant qu'il est alité, il reçoit la visite de Monsieur Heathcliff. Il est persuadé qu'il est en partie responsable, mais il se retient de lui dire. Une fois seul avec Madame Dean, il lui demande de poursuivre son récit. Catherine et son mari vivent heureux à la grange en compagnie d'Isabelle, la sœur d'Edgar. Lorsque Heathcliff réapparaît après 3 ans d'absence, il fait le bonheur de Catherine. Ce dernier revient en gentilhomme. Edgar n'est pas heureux de le retrouver, mais l'accepte par indulgence et par amour pour sa femme. Heathcliff leur apprend qu'il vit pour le moment à Hurlevent avec Hindley. Donc qui se détestent cordialement depuis des années quand même. Catherine se rend compte qu'Isabelle est amoureuse de Heathcliff. Pour tenter de la dissuader, Catherine lui confie la nature sauvage et le tempérament de Heathcliff, mais cela ne suffit pas. Catherine décide alors de calmer les ardeurs de sa belle-sœur en dévoilant les sentiments de cette dernière à son amie. Heathcliff n'affiche que du mépris pour elle, toutefois, il se dit que sa fortune pourrait l'aider à se venger de Hindley. Appréciant sa belle-sœur, Catherine demande à Heathcliff de ne pas s'approcher d'Isabelle. Et je m'arrête là et je vous souhaite une bonne écoute pour le chapitre 11 et le chapitre 12. On se retrouve à la fin pour le vlog lecture comme d'habitude.
d'Émilie Brontë. Chapitre 11. Parfois, comme je méditais solitairement sur ces choses, je me levais, prise d'une terreur soudaine, et mettais mon chapeau pour aller voir ce qui se passait à Hurlevent. Je me persuadais que c'était un devoir de conscience d'avertir Hindley de ce qu'on disait de son genre de vie. Puis je me rappelais ses mauvaises habitudes, invétérées, et désespérant de pouvoir lui être utile, incertaine de réussir à me faire croire sur parole, je renonçais à pénétrer de nouveau dans la lugubre demeure. Une fois, je franchis la vieille barrière, en faisant un détour alors que j'allais à Gimmerton. C'était à peu près à l'époque que mon récit a atteinte. L'après-midi était clair et glacial, la terre dénudée, la route dure et sèche. J'arrivai à une borne où un chemin dans la lande s'embranche à gauche sur la grande route. C'est un grossier bloc de grès qui porte gravées les lettres WH sur sa face nord, G sur sa face est et TG sur sa face sud-ouest. Il sert de poteau indicateur pour la grange, pour les hauts et pour le village. Le soleil teintait de jaune sa tête grise, me rappelant l'été. Je ne saurais dire pourquoi, mais tout à coup, un flot de sensations de mon enfance jaillit dans mon cœur. Hindley et moi affectionnions cet endroit 20 ans plus tôt. Je regardais longuement le bloc usé par le temps. En me baissant, j'aperçus près du pied un trou encore plein de coquilles d'escargots et de cailloux que nous nous amusions à entasser là avec des choses plus périssables. J'eus la vision, aussi nette que si elle eût été réelle, du compagnon de mon enfance assis sur l'herbe flétrie, sa tête brune et carrée penchée en avant et sa petite main creusant la terre avec un morceau d'ardoise. « Pauvre Hindley !» m'écriai-je involontairement. Je tressaillis. Mes yeux eurent un instant l'illusion que l'enfant levait la tête et me regardait en face. L'illusion se dissipa en un clin d'œil, mais je sentis aussitôt un désir irrésistible d'être à Hurlevent. La superstition me pressa de céder à cette impulsion. S'il était mort, pensai-je, ou s'il allait bientôt mourir. Si cette apparition était un présage de mort. À mesure que j'approchais de la maison, mon agitation grandissait. Parvenue en vue d'elle, je tremblais de tous mes membres. L'apparition m'avait devancée. Elle était debout, regardant à travers la barrière. Telle fut ma première idée, en apercevant un petit garçon aux boucles emmêlées, aux yeux bruns, qui appuyait son frais visage contre les barreaux. Puis la réflexion me suggéra que ce devait être Ayrton. Mon Ayrton, pas très changé depuis que je l'avais quitté, 10 mois auparavant. « Dieu te bénisse, mon chéri !» m'écriai-je, oubliant instantanément mes craintes folles. « Ayrton, c'est Nelly, Nelly, ta nourrice !» Il recula hors de portée de mon bras et ramassa un gros silex. « Je suis venu voir ton père, Ayrton, » ajoutai-je. Je devinai par son geste que, si par hasard Nelly vivait encore dans ses mémoires, il ne m'identifiait pas avec elle. Il leva son projectile pour le lancer. Je commençai un discours pour l'apaiser, mais je ne pus arrêter sa main. La pierre frappa mon chapeau. Puis, des lèvres balbutiantes du petit bonhomme, sortit un chapelet de jurons proférés, qu'il les comprit ou non, avec une énergie qui révélait l'habitude et qui donnait à ses traits enfantins une révoltante expression de méchanceté. Vous pouvez penser que j'en fus plus affligé qu'irrité. Sur le point de pleurer, je tirai de ma poche une orange et la lui offris pour l'amadouer. Il hésita, puis me l'arracha des mains, comme s'il s'imaginait que je voulais seulement le tenter et le désappointer. Je lui en montrai une autre, en la tenant hors de son atteinte. « Qui t'a appris ces jolis mots, mon petit ?» demandai-je. « Le pasteur ?»« Le diable emporte, pasteur, et toi aussi, donne-moi ça !» répliqua-t-il. « Dis-moi où tu as pris tes leçons et tu l'auras. Qui est ton maître ?»« Mon diable de papa. »« Et que t'apprend ton papa ?» Il sauta pour attraper le fruit. Je l'élevai un peu plus haut. « Que t'apprend-il » répétai-je. « Rien, qu'à ne pas me trouver sur son chemin. Papa ne peut pas me souffrir parce que je jure après lui. »« Ah, et c'est le diable qui t'apprend à jurer après ton papa ?»« Oui. » «
Non, grommela-t-il. Qui alors? Heathcliff. Je lui demandai s'il aimait M. Heathcliff. Oui, répondit-il. Désirant de connaître les raisons qu'il avait de l'aimer, je ne pus tirer de lui que ces phrases. Je ne sais pas. Il rend à papa ce que papa me donne. Il injurie papa qui m'injurie. Il dit qu'on doit me laisser faire ce que je veux. Et le pasteur ne t'apprend donc pas à lire et à écrire? Non. On m'a dit que le pasteur aurait les dents renfoncées dans la gorge s'il franchissait jamais le seuil. Heathcliff l'a promis. Je lui mis l'orange dans la main et lui dis de faire savoir à son père qu'une femme du nom de Nélidine attendait pour lui parler, près de la porte du jardin. Il remonta la chaussée et entra dans la maison. Mais au lieu de Hindley, ce fut Heathcliff qui apparut sur le pas de la porte. Je fis aussitôt demi-tour et redescendis la route en courant de toutes mes forces sans m'arrêter, jusqu'à ce que j'eusse atteint la borne indicatrice, et aussi épouvanté que si j'eusse évoqué un démon. Tout cela n'a pas grand rapport avec l'histoire de Miss Isabelle, sinon que j'en fus incité à la résolution de monter à l'avenir une garde vigilante et de faire tous mes efforts pour empêcher une si mauvaise influence de gagner la grange, même si je devais soulever un orage domestique en contrariant le plaisir de madame Linton. La première fois que Heathcliff revint, la jeune demoiselle se trouvait dans la cour, en train de donner à manger aux pigeons. Elle n'avait pas adressé la parole à sa belle-sœur depuis 3 jours, mais elle avait également cessé ses plaintes maussades, ce qui était pour nous un grand soulagement. Heathcliff n'avait pas l'habitude de prodiguer à Miss Linton une seule politesse inutile, je le savais. Cette fois, dès qu'il l'aperçut, sa première précaution fut d'inspecter du regard la façade de la maison. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, mais je me reculai pour ne pas être vue. Il franchit les pavés, s'approcha d'elle et lui dit quelque chose. Elle parut embarrassée et désireuse de s'en aller. Pour l'en empêcher, il lui posa la main sur le bras. Elle détourna le visage. Il lui adressait apparemment une question à laquelle elle ne voulait pas répondre. Il lança rapidement un nouveau regard sur la maison, et pensant que personne ne le voyait, le gredin eut l'impudence de l'embrasser. « Judas! Traître !» m'écriai-je. « Vous êtes un hypocrite par-dessus le marché, hein? Un cynique imposteur !»« Qui est-ce, Nelly ?» dit Catherine à côté de moi. J'avais été si attentive à épier le couple dehors que je n'avais pas remarqué son entrée. « Oh, c'est votre indigne ami !» répondis-je avec chaleur. « Le vil gredin qui est là-bas. »« Ah, il nous a aperçus. Il vient. » Je me demande s'il aura le cœur de trouver une excuse plausible pour faire la cour à Miss, après vous avoir dit qu'il la haïssait. Madame Linton vit Isabelle se dégager et s'enfuir dans le jardin. 1 minute après, Heathcliff ouvrait la porte. Je ne pus m'empêcher de donner cours à mon indignation. Mais Catherine m'imposa silence avec colère et menaça de m'expulser de la cuisine si j'osais être assez présomptueuse pour faire intervenir mon insolente langue. « À vous entendre, on croirait que c'est vous qui êtes la maîtresse, » s'écria-t-elle. « Tenez-vous donc à votre place. »« Heathcliff, à quoi pensez-vous de soulever tout ce tapage? Je vous ai dit de laisser Isabelle tranquille. Je vous prie de m'écouter, à moins que vous ne soyez là d'être reçu ici et que vous ne vouliez que Linton vous ferme les verrous au nez. »« Dieu le préserve de s'y essayer, » répondit le sinistre coquin, que je détestais à ce moment-là. « Que Dieu le conserve doux et patient. Chaque jour, j'ai une envie de plus en plus folle de l'envoyer au ciel. »« Chut !» dit Catherine, en fermant la porte intérieure. « Ne me tourmentez pas. Pourquoi n'avez-vous pas tenu compte de ma prière? Est-ce Isabelle qui s'est mise à dessein sur votre chemin? »« Que vous importe, grommela-t-il. J'ai le droit de l'embrasser si cela me plaît. Et vous n'avez rien à y voir. Je ne suis pas votre mari. Vous n'avez pas à être jalouse de moi. »« Je ne suis pas jalouse de vous. Je suis jalouse pour vous. Déridez ce visage. Je ne vous permets pas de prendre cet air renfrogné devant moi. Si Isabelle vous plaît, vous l'épouserez. Mais vous plaît-elle? Dites-moi la vérité, Heathcliff. Là, vous ne pouvez pas répondre. Je suis sûre qu'elle ne vous plaît pas. Et M. Linton approuverait-il le mariage de sa sœur avec cet homme? Demandai-je.
Monsieur Linton devrait l'approuver, repartit ma maîtresse d'un ton décidé. Il pourrait s'en épargner la peine, observa Heathcliff. Je me passerai fort bien de son approbation. Quant à vous, Catherine, j'ai quelques mots à vous dire, pendant que nous y sommes. Je veux que vous n'ignoriez pas ceci. Je sais que vous m'avez traité d'une manière infernale. Infernale, entendez-vous? Et si vous vous flattez que je ne m'en aperçois pas, vous avez perdu la tête. Et si vous croyez que je me laisserai consoler par des paroles mielleuses, vous êtes stupide. Et si vous vous figurez que je souffrirai sans me venger, je vous convaincrai du contraire d'ici fort peu de temps. En attendant, merci de m'avoir révélé le secret de votre belle-sœur. Je jure que j'en tirerai le meilleur parti possible. Et ne vous en mêlez pas. Quelle nouvelle face de son caractère, est-ce là? S'écria madame Linton, stupéfaite. Je vous ai traité d'une manière infernale, et vous voulez vous venger? Comment vous y prendrez-vous, brute ingrate? En quoi vous ai-je traité d'une manière infernale? Je ne cherche pas à me venger sur vous, répondit Heathcliff avec moins de véhémence. Ce n'est pas là mon plan. Le tyran opprime ses esclaves, et ce n'est pas contre lui qu'ils se tournent. Ils écrasent ce qui se trouve sous leurs pas. Vous pouvez, pour vous amuser, me torturer jusqu'à la mort. Mais permettez-moi de m'amuser un peu moi aussi, de la même façon, et abstenez-vous de m'insulter, autant que vous en êtes capable. Après avoir rasé mon palais, n'érigez pas une cahute, et n'admirez pas complaisamment votre propre charité en me la donnant pour demeure. Si j'imaginais que vous souhaitez réellement de me voir épouser Isabelle, je me couperais la gorge. Oh, le mal vient de ce que je ne suis pas jalouse, n'est-ce pas? Bon, je ne vous renouvellerai pas mon offre d'une femme. C'est aussi mal que d'offrir à Satan une âme perdue. Votre bonheur, comme le sien, consiste à infliger la souffrance. Vous le prouvez. Edgar est guéri de la mauvaise humeur à laquelle il avait donné cours lors de votre arrivée. Je commence à me sentir en sécurité et tranquille, et vous, ne pouvant supporter de nous savoir en paix, vous paraissez décidé à provoquer une querelle. Querellez-vous avec Edgar, si cela vous plaît, Heathcliff, et trompez sa sœur. Vous aurez trouvé exactement la manière la plus efficace de vous venger sur moi. La conversation cessa. Madame Linton s'assit près du feu, irritée et sombre. Le démon qui était en elle devenait intraitable. Elle ne pouvait ni l'apaiser, ni le réfréner. Lui se tenait devant l'âtre, les bras croisés, ruminant ses pensées mauvaises. C'est dans cette situation que je les laissais pour aller trouver mon maître, qui se demandait ce qui retenait Catherine en bas si longtemps. « Hélène, demanda-t-il quand j'entrai, avez-vous vu votre maîtresse ?»« Oui, elle est dans la cuisine, monsieur. Elle est toute bouleversée de la conduite de monsieur Heathcliff. Et vraiment, je crois qu'il est temps de mettre ses visites sur un autre pied. Trop de douceur ne vaut rien, et voici où en sont venues les choses. » Je racontai la scène de la cour, et aussi fidèlement que je l'osais, toute la dispute subséquente. Je pensais que je ne pouvais porter ainsi grand préjudice à madame Linton, à moins qu'elle ne se fît tort à elle-même par la suite, en prenant la défense de son hôte. Edgar Linton eut de la peine à m'écouter jusqu'au bout. Ses premiers mots révélèrent qu'il n'exemptait pas sa femme de blâme. « C'est intolérable !» s'écria-t-il. « Il est honteux qu'elle l'avoue pour ami et qu'elle m'impose sa société. Faites-moi venir de l'office 2 hommes, Hélène. Je ne veux pas que Catherine s'attarde plus longtemps à discuter avec ce bas coquin. Voilà trop longtemps que je lui passe ses fantaisies. » Il descendit, ordonna au domestique d'attendre dans le corridor et entra dans la cuisine où je le suivis. Ceux qui s'y trouvaient avaient repris leur discussion courroucée. Madame Linton, du moins, frondait de plus belle. Heathcliff s'était approché de la fenêtre, la tête basse, un peu démonté, apparemment, par cette violente semonce. Ce fut lui qui, le premier, aperçut le maître. Vite, il fit signe à Catherine de se taire. Elle obéit brusquement, en découvrant la raison de ce geste. « Qu'est ceci ?» dit Linton, en s'adressant à elle. « Quel sentiment déconvenance pouvez-vous bien avoir pour rester là, après le langage que vous a tenu ce drôle ? Je suppose que vous n'y attachez pas d'importance, parce que c'est sa manière ordinaire de s'exprimer. Vous êtes habitué à sa vilainie.
Et vous vous figurez peut-être que je m'y habituerai aussi. Est-ce que vous avez écouté à la porte, Edgar ? Demanda ma maîtresse, sur un ton particulièrement calculé pour provoquer son mari. Un ton qui impliquait à la fois l'insouciance et le dédain de son irritation. Heathcliff, qui avait levé les yeux pendant le discours d'Edgar, ricana à cette répartie, dans le dessein, semblait-il, de détourner sur lui l'attention de M. Linton. Il y réussit. Mais Edgar était résolu de ne pas se laisser aller envers lui à des transports de colère. « J'ai été jusqu'à présent indulgent pour vous, monsieur, dit-il tranquillement. Non que j'ignorasse votre caractère méprisable et dégradé, mais parce que je sentais que vous n'étiez que partiellement responsable. Comme Catherine désirait de rester en relation avec vous, j'y ai consenti, sottement. Votre présence est un poison moral qui contaminerait les plus vertueux. Pour cette raison, et pour prévenir des suites plus graves, je vous refuserai à l'avenir l'accès de cette maison, et je vous avertis maintenant que j'exige votre départ immédiat. 3 minutes de retard rendraient ce départ involontaire et ignominieux. » Heathcliff toisa la taille et la carrure de son interlocuteur d'un œil plein de dérision. « Cathy, votre agneau que voilà menace, comme un taureau, dit-il. Il court au risque de se fendre le crâne contre mes poings. Pardieu, monsieur Linton, je suis au désespoir que vous ne valiez même pas qu'on vous envoie rouler à terre. » Mon maître jeta un regard vers le corridor et me fit signe d'aller chercher les hommes. Il n'avait pas l'intention de se risquer à une rencontre personnelle. J'obéis à son indication, mais madame Linton, soupçonnant quelque chose, me suivit. Quand j'essayai d'appeler les hommes, elle me repoussa, ferma violemment la porte et tourna la clé. « Joli procédé !» dit-elle, en réponse au regard de surprise courroucé de son mari. « Si vous n'avez pas le courage de l'attaquer, faites-lui vos excuses ou reconnaissez-vous battu. Cela vous corrigera de l'envie de feindre plus de bravoure que vous n'en avez. Non, j'avalerai la clé avant que vous l'attrapiez. Je suis admirablement récompensé de ma bonté pour vous deux. Après une constante indulgence pour la faible nature de l'un et la mauvaise nature de l'autre, je reçois comme remerciement 2 témoignages d'ingratitude aveugle, stupide, jusqu'à l'absurdité. Edgar, j'étais en train de vous défendre, vous et les vôtres, et je voudrais que Heathcliff vous rouât de coups, à vous en rendre malade pour avoir osé mal penser de moi. » Les coups ne furent pas nécessaires pour produire cet effet sur le maître. Il essaya d'arracher la clé à Catherine, qui, pour plus de sûreté, la jeta en plein milieu du feu. Sur quoi, M. Edgar fut saisi d'un tremblement nerveux et devint mortellement pâle. Pour rien au monde, il n'aurait pu dominer cet excès d'émotion. L'angoisse et l'humiliation réunies l'accablaient complètement. Il s'appuya sur le dossier d'une chaise et se couvrit le visage. « Oh ciel ! Dans les anciens temps, voilà qui vous eût valu les éperons de chevalier !» s'écria madame Linton. « Nous sommes vaincus ! Heathcliff ne lèverait pas plus un doigt contre vous que le roi ne mettrait son armée en marche contre une bande de souris. Courage ! On ne vous fera pas de mal. Vous n'êtes pas un agneau, mais un levreau à la mamelle. » « Je vous souhaite bien du plaisir avec ce lâche qui a du lait dans les veines, Cathy, » dit son ami. « Je vous fais compliment de votre goût. Et voilà l'être bavant et frissonnant que vous m'avez préféré. Je ne voudrais pas le frapper avec mon poing, mais j'éprouverais une satisfaction considérable à le frapper avec mon pied. Pleure-t-il? Ou va-t-il s'évanouir de peur ?» Il s'approcha et secoua la chaise sur laquelle Linton s'appuyait. Il eût mieux fait de rester à distance. Mon maître bondit soudainement et lui porta à la gorge un coup qui aurait renversé un homme plus frêle. Il en eut la respiration coupée pendant 1 minute. Tandis qu'il suffoquait, M. Linton sortit dans la cour par la porte de derrière, et de là revint par la porte de la façade. « Voilà, vos visites ici sont terminées, » s'écria Catherine. « Partez maintenant. Il va revenir avec une paire de pistolets et une demi-douzaine d'hommes de renfort. S'il a entendu notre conversation,
Il ne vous pardonnera certainement jamais. Vous m'avez joué un vilain tour, Heathcliff. Mais partez. Dépêchez-vous. J'aimerais mieux voir Edgar aux abois que vous. Pensez-vous que je vais m'en aller avec ce coup qui me brûle la gorge? Dit-il d'une voix tonnante. Par l'enfer, non. Avant de franchir le seuil, je lui écraserai les côtes, comme je ferais d'une noisette pourrie. Si je ne le terrasse pas tout de suite, je le tuerai, une autre fois. Ainsi, pour peu que vous teniez à son existence, laissez-moi le rejoindre. Il ne vient pas par ici, interrompis-je, en forgeant un petit mensonge. Voilà le cocher et les deux jardiniers. Vous n'allez sûrement pas attendre qu'ils vous jettent sur la route. Chacun d'eux a un gourdin, et le maître, très vraisemblablement, est en observation à la fenêtre du petit salon pour voir s'ils exécutent ses ordres. Les jardiniers et le cocher étaient bien là, mais Linton y était avec eux. Ils étaient déjà entrés dans la cour. Heathcliff, à la réflexion, résolut d'éviter une rixe avec 3 subalternes. Il saisit le tisonnier, fit sauter la serrure de la porte intérieure et s'échappa, au moment qu'ils entraient. Madame Linton, qui était très agitée, me dit de la suivre en haut. Elle ignorait la part que j'avais prise à cette scène, et je tenais beaucoup à la maintenir dans cette ignorance. « Je suis presque folle, Nelly !» s'écria-t-elle en se jetant sur le sofa. « Un millier de marteaux de forgeron battent dans ma tête. Dites à Isabelle de ne pas se montrer devant moi. C'est elle qui est cause de tout ce trouble, et si elle, ou tout autre, aggravait en ce moment ma colère, je deviendrais enragée. Et puis, Nelly, dites à Edgar, si vous le revoyez ce soir, que je suis en danger de tomber sérieusement malade. Je souhaite que cela devienne une réalité. Il m'a affreusement choquée et peinée. Je veux lui faire peur. En outre, il pourrait venir me dévider une kyrielle d'injures ou de plaintes. Je suis sûre que je récriminerais, et Dieu sait comment cela finirait. Voulez-vous faire ce que je vous demande, ma bonne Nelly? Vous savez que je ne suis blâmable en rien dans toute cette affaire. Qu'est-ce qui lui a pris d'écouter aux portes? Les paroles de Heathcliff ont été outrageantes, après que vous nous avez eu quittés. Mais j'aurais bientôt réussi à le détourner d'Isabelle, et le reste ne signifiait rien. Maintenant, tout est gâté par l'envie d'entendre dire du mal de soi, qui obsède certaines gens comme un démon. Si Edgar n'avait pas surpris notre conversation, il n'en se serait pas trouvé plus mal. Vraiment, quand il m'a entreprise sur ce ton d'irritation déraisonnable, après que je venais de gronder Heathcliff à son sujet, à en être enroué, je ne me souciais guère de ce qu'ils pouvaient se faire l'un à l'autre. Avant tout, je sentais bien que, de quelque façon que se terminât la scène, nous serions tous séparés. Dieu sait pour combien de temps. Si je ne peux pas garder Heathcliff pour ami, si Edgar veut être vil et jaloux, j'essaierai de briser leur cœur en brisant le mien. Ce sera une manière expéditive d'en finir, en cas que je sois poussée à bout. Mais c'est une condition à réserver pour le moment, où tout espoir sera perdu. Je ne voudrais pas prendre ainsi Linton par surprise. Jusqu'à présent, il a été bien avisé dans sa crainte de me provoquer. Il faut que vous lui représentiez le danger qu'il y aurait à se départir de cette prudence, que vous lui rappeliez ma nature passionnée, qui se laisse entraîner quand elle est excitée jusqu'à la furie. Je voudrais que vous puissiez chasser de votre visage cette apathie et avoir l'air plus inquiet à mon sujet. L'impassibilité avec laquelle je recevais ces instructions était sans doute assez exaspérante, car c'est en toute sincérité qu'elles étaient données. Mais je pensais qu'une personne capable de projeter par avance, de tirer parti de ses excès de colère, pouvait bien, par un effort de volonté, arriver à se dominer suffisamment, même pendant qu'elle était sous l'influence de ses excès. Je n'avais nulle envie de faire peur à son mari, comme elle disait, et d'augmenter les ennuis de celui-ci, pour servir son égoïsme. Aussi, ne dis-je rien quand je rencontrai mon maître qui se dirigeait vers le petit salon, mais je me permis de revenir sur mes pas pour écouter s'il reprendrait leur querelle. Ce fut lui qui parla le premier. « Demeurez où vous êtes, Catherine, » dit-il, sans aucune colère dans la voix, mais avec beaucoup d'abattement et de tristesse. « Je ne resterai pas longtemps. Je ne suis venue ni pour disputer, ni pour me réconcilier. Mais je voudrais seulement savoir si,
Après les événements de ce soir, vous avez l'intention de continuer votre intimité avec... « Oh, par pitié !» interrompit ma maîtresse en frappant du pied. « Par pitié ! Ne parlons plus de cela pour le moment. Votre sang, toujours calme, ne connaît pas les ardeurs de la fièvre. Vos veines sont remplies d'eau glacée. Les miennes sont en ébullition, et la vue d'une telle froideur les fait bondir. Pour vous débarrasser de moi, répondez à ma question, insista M. Linton. Il faut que vous me répondiez, et cette violence ne m'alarme pas. J'ai découvert que vous pouviez être aussi stoïque que n'importe qui quand cela vous plaît. Voulez-vous désormais renoncer à Heathcliff, ou voulez-vous renoncer à moi ? Il est impossible que vous soyez à la fois mon amie et la sienne, et j'exige absolument que vous disiez qui vous choisissez. « J'exige que vous me laissiez seule !» s'écria Catherine avec fureur. « Je le veux. Ne voyez-vous pas que je puis à peine me soutenir ? Edgar, laissez-moi !» Elle tira le cordon de la sonnette jusqu'à le briser. J'entrai doucement. C'en était assez pour mettre à l'épreuve l'humeur d'un saint. Que des rages aussi insensées, aussi perverses. Elle était là, étendue, frappant de la tête sur le bras du sofa et grinçant des dents, à croire qu'elle allait les faire voler en éclats. M. Linton, debout, la regardait, soudain pris de remords et de crainte. Il me dit d'aller chercher un peu d'eau. Elle n'avait plus de souffle pour parler. J'apportai un verre plein, et comme elle ne voulait pas boire, je lui aspergeai la figure. En quelques secondes, elle s'allongea, devint raide et renversa les yeux, tandis que ses joues, soudain décolorées et livides, revêtaient l'aspect de la mort. Linton paraissait frappé de terreur. « Il n'y a pas à s'inquiéter le moins du monde, » murmurai-je. Je ne voulais pas qu'il cédât, quoique je ne pusse m'empêcher d'être effrayée en moi-même. « Elle a du sang sur les lèvres ?» dit-il en frissonnant. « Peu importe, » répondis-je sèchement. Et je lui racontai comment elle avait résolu, avant son arrivée, de donner le spectacle d'une crise de fureur. J'eus l'imprudence de lui en faire part, tout haut, et elle m'entendit, car elle se dressa, les cheveux épars sur les épaules, les yeux flamboyants, les muscles du cou et des bras saillants d'une façon anormale. Je prévoyais quelques os brisés, pour le moins. Mais elle se borna à regarder un instant autour d'elle, puis s'élança hors de la pièce. Mon maître m'enjoignit de la suivre, ce que je fis, jusqu'à la porte de sa chambre. Elle m'empêcha d'aller plus loin, en la fermant sur moi. Le lendemain matin, comme elle ne manifestait pas l'intention de descendre au déjeuner, j'allai lui demander si elle désirait qu'on lui montât quelque chose. « Non !» répondit-elle, d'un ton péremptoire. La même question fut répétée à l'heure du dîner et à celle du thé, et encore le jour suivant, et elle reçut toujours la même réponse. M. Linton, de son côté, passa son temps dans la bibliothèque et ne s'informa pas de ce que faisait sa femme. Isabelle et lui eurent un entretien d'1 heure, pendant lequel il s'efforça de découvrir en elle quelques traces du sentiment d'horreur qu'auraient dû lui inspirer les avances de Heathcliff. Mais il ne put rien tirer de ces réponses évasives et fut obligé de clore son enquête sans avoir obtenu satisfaction. Il ajouta toutefois ce grave avertissement que, si elle était assez insensée pour encourager cet indigne prétendant, tout lien de parenté entre elle et lui serait rompu. Chapitre 12. Tandis que Miss Linton errait tristement dans le parc et dans le jardin, toujours silencieuse et presque toujours en larmes, tandis que son frère s'enfermait avec des livres qu'il n'ouvrait jamais, tourmenté, je me doutais de la vague et perpétuelle attente que Catherine, se repentant de sa conduite, viendrait de son plein gré demander pardon et chercher une réconciliation. Tandis que Catherine, de son côté, s'obstinait à jeûner, probablement dans l'idée qu'à chaque repas, Edgar allait suffoquer en ne la voyant pas paraître et que l'orgueil seul le retenait de courir se jeter à ses pieds. Je continuais, quant à moi, à vaquer aux devoirs du ménage, convaincu que la grange ne contenait dans ses murs qu'un esprit sensé et que cet esprit était logé dans mon corps. Je ne prodiguais ni condoléances à Miss,
ni remontrance à ma maîtresse. Je ne prêtais guère plus d'attention aux soupirs de mon maître, qui brûlait du désir d'entendre parler de sa femme, puisqu'il n'en pouvait entendre la voix. Je résolus de les laisser se tirer d'affaire comme il leur plairait. Bien que ce fût un procédé d'une lenteur fastidieuse, je finis par apercevoir avec joie une lueur de succès. Je le crus, du moins, d'abord. Le 3e jour, Madame Linton déverrouilla sa porte, et comme elle avait épuisé l'eau de sa cruche et de sa carafe, elle en demanda d'autres, ainsi qu'un bol de gruau, car elle se jugeait mourante. Je considérais ces propos comme destinés aux oreilles d'Edgar. Je n'en croyais pas un mot, de sorte que je les gardais pour moi, et lui apportai un peu de thé et de pain grillé. Elle mangea et but, avec avidité, puis retomba sur son oreiller, les poings serrés et en gémissant. « Oh, je veux mourir !» s'écria-t-elle, « puisque personne ne s'intéresse à moi. Je regrette d'avoir pris cela. » Un bon moment après, je l'entendis murmurer. « Non, je ne veux pas mourir. Il en serait heureux. Il ne m'aime pas du tout. Je ne manquerai pas. »« Désirez-vous quelque chose, madame ?» demandai-je, conservant toujours mon calme apparent en dépit de son aspect de spectre et de l'étrange exagération de ses manières. « Que fait cet être apathique ?» demanda-t-elle, en repoussant de son visage épuisé les épaisses boucles emmêlées. « Est-il tombé en léthargie ou est-il mort ?»« Ni l'un ni l'autre, répliquai-je, si c'est de M. Linton que vous voulez parler. Il se porte assez bien, je pense, encore que ses études l'occupent plus qu'il ne le faudrait. Il est continuellement au milieu de ses livres, depuis qu'il n'a plus d'autre société. Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais connu son véritable état, mais je ne pouvais me défaire de l'idée que sa maladie était en partie jouée. « Au milieu de ses livres ?» s'écria-t-elle, stupéfaite. « Et moi qui suis mourante ? Moi qui suis au bord de la tombe ? Mon Dieu, sait-il comme je suis changée ?» continua-t-elle, en regardant son image dans une glace suspendue au mur en face d'elle. « Est-ce là Catherine Linton ? Il s'imagine que j'ai un accès de dépit, que je joue la comédie, peut-être ? Ne pouvez-vous pas lui faire savoir que c'est terriblement sérieux ? Nelly, s'il n'est pas trop tard, dès que je saurai ce qu'il pense, je choisirai entre ces deux parties. Ou bien me laisser mourir sur le champ, ce ne serait pour lui une punition que s'il avait un cœur, ou bien guérir et quitter le pays. Me dites-vous la vérité à son sujet ? Faites attention. Est-il exact que ma vie lui soit si complètement indifférente ? Vraiment, madame, répondis-je, mon maître n'a aucune idée de votre état mental, et certainement il ne craint pas que vous vous laissiez mourir de faim. Vous ne croyez pas ? Ne pouvez-vous pas lui dire que je le ferai ? Persuadez-le. Donnez-lui votre avis personnel. Dites que vous êtes certaine que je le ferai. Non. Vous oubliez, madame Linton, que vous avez pris ce soir quelque nourriture avec goût, et vous en ressentirez demain les bons effets. Si seulement j'étais sûre que cela le tuerait, interrompit-elle. Je me tuerais à l'instant. Ces 3 nuits affreuses, je n'ai pas fermé les paupières, et oh, j'ai été torturée. J'ai été obsédée, Nelly. Je commence à croire que vous ne m'aimez pas. Comme c'est étrange. Bien que tous se détestent et se méprisent l'un l'autre, je pensais qu'ils ne pouvaient s'empêcher de m'aimer. Et en quelques heures, tous sont devenus mes ennemis. Ils le sont devenus, j'en suis certaine, ces gens d'ici. Comme il est terrible d'affronter la mort, entourée de ces visages de glace. Isabelle, pleine de terreur et de répulsion, effrayée d'entrer dans la chambre. Ce serait si affreux de voir mourir Catherine, et Edgar, grave, debout à mon côté pour contempler ma faim, puis offrant à Dieu des actions de grâce pour la paix restaurée à son foyer, et retournant à ses livres. Au nom de tout ce qui a une âme, qu'a-t-il à faire des livres quand je suis en train de mourir ? L'idée de la résignation philosophique de M. Linton, que je lui avais mise en tête, lui était insupportable. Elle s'agita tellement que son égarement fébrile devint de la folie, et qu'elle se mit à déchirer l'oreiller avec ses dents. Puis,
Se dressant toute brûlante, elle voulut que j'ouvrisse la fenêtre. Nous étions au cœur de l'hiver, le vent soufflait avec force du nord-est, et je m'y opposais. Les expressions fugitives de son visage et ses sautes d'humeur commençaient à m'alarmer terriblement, et me remettaient en mémoire sa première maladie, et les recommandations qu'avait faites le docteur d'éviter de la contrarier. Une minute auparavant, elle était dans un état violent. Maintenant, appuyée sur un bras, et ne paraissant pas prendre garde à mon refus de lui obéir, elle semblait trouver une distraction puérile à arracher les plumes par les déchirures qu'elle venait de faire à son oreiller, et à les ranger sur son drap suivant leurs différentes espèces. Ses idées avaient pris un autre cours. « Celle-ci est une plume de dindon ?» murmurait-elle, en se parlant à soi-même. « Celle-ci de canard sauvage, et celle-ci de pigeon. Ah, ils mettent des plumes de pigeon dans les oreillers ? Il n'est pas étonnant que je n'ai pu mourir. Il faut que j'aie soin de le jeter à terre quand je me recoucherai. Et en voilà une de coq de bruyère. Et celle-là, je la reconnaîtrai entre mille. C'est une plume de vanneau huppé. Joli oiseau, il tournoie au-dessus de nos têtes, au milieu de la lande. Il voulait regagner son nid car les nuages arrivaient sur les hauteurs et il sentait venir la pluie. Cette plume a été ramassée sur la bruyère. L'oiseau n'a pas été abattu. Nous avons vu son nid en hiver, plein de petits squelettes. Iscliffe y a mis un piège, et les vieux n'osent plus y venir. Je lui ai fait promettre après cela de ne plus jamais tuer un vanneau, et il ne l'a plus fait. Mais en voilà d'autres. A-t-il tué mes vanneaux, Nelly ? Y en a-t-il de rouges parmi eux ? Laissez-moi voir. Quittez cette occupation puérile, interrompis-je. Je lui retirai l'oreiller et tournai les trous du côté du matelas, car elle était en train d'enlever l'intérieur à poignée. « Couchez-vous et fermez les yeux, vous délirez. »« En voilà un gâchis. Le duvet vole partout, comme de la neige. » Je le ramassai de tous côtés. « Je vois en vous, Nelly, continua-t-elle, comme dans un rêve, une femme âgée. Vous avez les cheveux gris et les épaules courbées. Ce lit est la grotte des fées sous le rocher de Penistone. Vous ramassez en ce moment leurs flèches pour en percer nos génisses, et vous prétendez, quand je suis près de vous, que ce ne sont que des flocons de laine. Voilà où vous en serez dans 50 ans d'ici. Je sais que vous n'êtes pas ainsi maintenant. Je ne délire pas, vous vous trompez, car autrement je croirais que vous êtes réellement cette sorcière décharnée, et je penserais que je suis sous le rocher de Penistone. Or, j'ai conscience qu'il fait nuit, et qu'il y a sur la table 2 bougies qui font reluire comme du jet l'armoire noire. L'armoire noire ? Où est-elle ? Vous parlez en dormant. Elle est contre le mur ? Là où elle est toujours ? Elle a un aspect étrange. J'y vois une figure. Il n'y a pas d'armoire dans la chambre, et il n'y en a jamais eu. Je me rassis et relevai le rideau du lit de façon à pouvoir la surveiller. « Ne voyez-vous pas cette figure, vous ?» demanda-t-elle, en regardant attentivement dans la glace. J'eus beau dire, je n'arrivais pas à lui faire comprendre que c'était la sienne. Je finis par me lever et couvris la glace avec un châle. « Elle est toujours là, derrière, » poursuivit-elle avec anxiété. « Elle a bougé. Qui est-ce ? J'espère qu'elle ne va pas sortir quand vous serez partie. Oh, Nelly, la chambre est hantée. J'ai peur de rester seule. » Je lui pris la main et la priai de se calmer, car une série de tressaillements la secouait convulsivement, et elle ne voulait pas détourner de la glace son regard fixe. « Il n'y a personne ici, » insistai-je. « C'était vous-même, Madame Linton. Vous le saviez bien il y a un instant. »« Moi-même » dit-elle en soupirant. « Et voilà minuit qui sonne. »« C'est vrai. Alors, c'est effrayant. » Ses doigts s'accrochèrent au drap et les ramenèrent sur ses yeux. J'essayai de me glisser vers la porte avec l'intention d'appeler son mari. Mais je fus rappelé par un cri perçant. Le châle était tombé du cadre. « Eh bien, qu'y a-t-il » criai-je. « Qui est poltronne maintenant ?»« Éveillez-vous, c'est la glace, le miroir, Madame Linton. Vous vous y voyez, et j'y suis aussi, à côté de vous. » Tremblante et égarée, elle se cramponnait à moi, mais l'horreur disparut peu à peu de son visage. Sa pâleur fit place à une rougeur de honte.
Oh mon Dieu! Je croyais que j'étais chez moi, soupira-t-elle. Je croyais que j'étais couchée dans ma chambre, à Hurlevent. Je suis faible. C'est pour cela que mon cerveau s'est troublé et que j'ai poussé des cris sans m'en douter. Ne dites rien, mais restez avec moi. J'ai peur de m'endormir, mes rêves m'épouvantent. Un bon somme vous ferait du bien, madame, et j'espère que les souffrances que vous ressentez en ce moment vous empêcheront de recommencer à essayer de vous laisser mourir de faim. Oh, si seulement j'étais dans mon lit, dans la vieille maison, continua-t-elle avec amertume, en se tordant les mains. Et ce vent qui souffle dans les sapins près de la fenêtre, laissez-moi le sentir. Il descend tout droit de la lande. Laissez-moi en recueillir un souffle. Pour la calmer, j'entr'ouvris la fenêtre pendant quelques secondes. Une bouffée glaciale fit irruption. Je refermai et retournai à mon poste. Elle était couchée et tranquille à présent, le visage baigné de larmes. L'épuisement physique avait complètement apaisé son ardeur. Notre fougueuse Catherine n'était plus qu'un enfant gémissant. « Combien de temps y a-t-il que je me suis enfermée ici ?» demanda-t-elle, en revenant tout à coup à soi. « C'était lundi soir, répondis-je, et nous sommes à jeudi soir, ou plutôt vendredi matin maintenant. »« Quoi ? De la même semaine ? Pas plus longtemps que cela ? » ?»« C'est encore assez long quand on ne vit que d'eau froide et de mauvaise humeur, observai-je. Eh bien, il me semble qu'il y a un nombre d'heures infini, murmura-t-elle d'un air de doute. Il doit y avoir plus longtemps. Je me rappelle que j'étais dans le petit salon, après leur querelle, qu'Edgar m'a cruellement irritée, et que je me suis enfuie, désespérée, dans cette chambre. Dès que j'eus verrouillé la porte, l'obscurité complète m'accabla, et je tombai sur le plancher. Je n'avais pas pu expliquer à Edgar que j'étais bien certaine d'avoir une attaque, ou de devenir folle furieuse, s'il persistait à m'agacer. Je n'avais plus d'action sur ma langue, ni sur mon cerveau, et peut-être ne se doutait-il pas de mon agonie ? Il me restait à peine assez de sentiments pour essayer de lui échapper, à lui et à sa voix, avant que je fusse suffisamment remise pour voir et pour entendre. Le jour commença de poindre et, Nelly, je vais vous dire ce que je pensais et ce qui m'obsédait sans relâche, au point que je craignais pour ma raison. Tandis que j'étais étendue, là, la tête contre ce pied de table, mes yeux discernant vaguement le carré gris de la fenêtre, je pensais que j'étais chez moi. Enfermée dans le lit aux panneaux de chêne, mon cœur souffrait de quelque grand chagrin que je n'ai pu me rappeler en me réveillant. Je réfléchis et m'épuisai à découvrir ce que ce pouvait être. Chose surprenante, les 7 dernières années de ma vie étaient effacées de mon esprit. Je ne me souvenais pas qu'elles eussent seulement existé. J'étais enfant, mon père venait d'être enterré, et mon chagrin provenait de la séparation ordonnée par Hindley entre Heathcliff et moi. Pour la première fois, j'étais seule. Et sortant d'un pénible assoupissement, après une nuit de larmes, je levai la main pour écarter les panneaux. Ma main frappa le dessus de cette table, je la passai sur le tapis, et alors, la mémoire me revint tout d'un coup. Mon angoisse récente fut noyée dans un paroxysme de désespoir. Je ne saurais dire pourquoi je me sentais si profondément misérable. J'ai dû être prise d'une folie passagère, car je ne vois guère de raison. Mais supposer qu'à 12 ans, j'ai été arrachée des hauts, de mes liens d'enfance, et de ce qui était tout pour moi, comme Heathcliff l'était alors, pour être transformée subitement en Madame Linton, la maîtresse de Thrushcross Grange, et la femme d'un étranger, proscrite, exilée par conséquent, de ce qui avait été son univers. Vous pouvez vous faire une idée de l'abîme où j'étais plongée. Vous aurez beau secouer la tête, Nelly. Vous avez aidé à me déranger la cervelle. Vous auriez dû parler à Edgar, certainement. Vous l'auriez dû, et l'obliger de me laisser tranquille. Oh, je suis brûlante. Je voudrais être dehors. Je voudrais me retrouver petite fille, à demi sauvage, intrépide et libre, riant des injures au lieu de m'en affoler. Pourquoi suis-je si changée ? Pourquoi quelques mots font-ils bouillonner mon sang avec une violence infernale ? Je suis sûre que je redeviendrais moi-même si je me retrouvais dans la bruyère sur ces collines.
Rouvrez la fenêtre, toute grande. Laissez-la ouverte. Vite! Pourquoi ne bougez-vous pas? Parce que je ne veux pas vous faire périr de froid. Dites plutôt que vous ne voulez pas me donner une chance de vivre, reprit-elle d'un air morne. Mais après tout, je ne suis pas encore impotente. Je l'ouvrirai moi-même. Et, se glissant hors de son lit avant que je puisse l'en empêcher, elle traversa la chambre à pas très incertains, rejeta en arrière les battants de la fenêtre et se pencha dehors, sans souci de l'air glacial qui tombait sur ses épaules comme une lame de couteau. Je la suppliai de se retirer, et à la fin, j'essayai de l'y contraindre. Mais je reconnus bientôt que la force que lui donnait le délire surpassait de beaucoup la mienne. Elle avait le délire. Je m'en convainquis par la suite de ses actes et de ses divagations. Il n'y avait pas de lune, et en bas, tout était plongé dans une brume obscure. Pas une lumière ne brillait dans une maison, près ou loin. Toutes étaient éteintes depuis longtemps, et celle de Hurlevent n'était jamais visible. Pourtant, elle affirmait qu'elle en apercevait les lueurs. « Regardez !» s'écria-t-elle vivement. « Voilà ma chambre, avec une chandelle dedans, l'arbre qui se balance devant, et une autre chandelle dans la mansarde de Joseph. Joseph veille tard, n'est-ce pas? Il attend que je rentre pour pouvoir fermer la barrière. Bon, il attendra encore un peu. C'est un voyage pénible, et j'ai le cœur bien triste pour l'entreprendre. Puis, il faut passer par le cimetière de Gimmerton dans le trajet. Nous avons souvent bravé ensemble ces revenants, et nous nous sommes défiés l'un l'autre de rester au milieu des tombes et de les sommer d'apparaître. Mais Heathcliff, si je vous en défie maintenant, vous y hasarderez-vous? Si vous l'osez, je vous garderai avec moi. Je ne veux pas reposer là toute seule. On peut m'enterrer à 12 pieds de profondeur et abattre l'église sur moi. Je n'aurai pas de repos, que vous ne soyez avec moi. Non, jamais. Elle s'arrêta, puis reprit, avec un étrange sourire. Il réfléchit. Il préférerait de me voir venir à lui. Trouvez le moyen alors. Pas par le cimetière, que vous êtes lent. Soyez content. Vous m'avez toujours suivi. Comprenant qu'il était vain de lutter contre son insanité, je cherchais comment je pourrais atteindre quelque chose pour l'envelopper, sans la lâcher, car je ne pouvais pas la laisser seule, près de la fenêtre ouverte. Quant à ma consternation, j'entendis tourner la poignée de la porte, et M. Linton entra. Il venait de quitter la bibliothèque. En passant par le couloir, il avait entendu le bruit de nos voix, et la curiosité, la crainte peut-être, l'avait incité à venir voir ce que cela signifiait, à cette heure tardive. « Oh, monsieur !» m'écriai-je, en arrêtant l'exclamation qui montait à ses lèvres devant le spectacle qui s'offrait à lui, et au contact de l'atmosphère glaciale de la chambre. « Ma pauvre maîtresse est malade, et elle m'échappe complètement. Je ne puis en venir à bout, je vous en prie. Venez la persuader de se remettre au lit. Oubliez votre colère, car il est difficile de lui faire autre chose que ce qu'elle veut. »« Catherine? Malade ?» dit-il, en se précipitant vers nous. « Fermez la fenêtre, Hélène. Catherine, pourquoi ?» Il s'arrêta. L'air hagard de madame Linton le frappa de mutisme, et il ne put que nous regarder tour à tour avec horreur et stupéfaction. « Elle est restée ici à s'agiter, » repris-je, ne mangeant presque rien, et sans jamais se plaindre. Elle n'a voulu laisser rentrer personne jusqu'à ce soir, et c'est ainsi que nous n'avons pas pu vous informer de son état, puisque nous ne le connaissions pas nous-mêmes. Mais ce n'est rien. Je sentis que je donnais mes explications avec gaucherie. Le maître fronça le sourcil. « Ce n'est rien, n'est-ce pas, Hélène Dean ?» dit-il d'un ton sévère. « Il faudra que vous me rendiez compte plus clairement de l'ignorance où vous m'avez tenu de ceci. » Il prit sa femme dans ses bras et la considéra avec angoisse. D'abord, elle ne parut pas le reconnaître. Il était invisible à ses yeux égarés. Son délire, cependant, n'était pas fixé sur un objet unique. S'étant arrachée à la contemplation de l'obscurité du dehors, elle concentra graduellement son attention sur Edgar et découvrit que c'était lui qui la tenait.
Ah, vous voici donc, n'est-ce pas, Edgar Linton, dit-elle avec une animation courroucée. Vous êtes un de ces êtres qu'on trouve toujours, quand on en a le moins besoin, et qu'on ne trouve jamais, quand on en a besoin. Je suppose que nous allons avoir un déluge de lamentations maintenant. Je le vois venir, mais rien ne pourra m'éloigner de mon étroite demeure de là-bas, mon lieu de repos, où je parviendrai avant que le printemps soit passé. C'est là qu'il se trouve, non pas avec les Linton, vous entendez, sous le toit de la chapelle, mais en plein air, avec une pierre tombale, et vous verrez s'il vous plaît d'aller les rejoindre ou de venir à moi. Catherine, qu'avez-vous fait? Commença le maître. Ne suis-je plus rien pour vous? Est-ce que vous aimez ce misérabilis? Taisez-vous, s'écria madame Linton. Taisez-vous à l'instant. Prononcez ce nom et je termine tout sur le champ, me jetant par la fenêtre. Vous pouvez être maître de ce que vous touchez en ce moment, mais mon âme sera au sommet de cette colline, avant que vous portiez la main sur moi une autre fois. Je n'ai pas besoin de vous, Edgar. Je n'ai plus besoin de vous. Retournez à vos livres. Je suis heureuse que vous ayez une consolation, car tout ce que vous possédiez en moi a disparu. Son esprit divague, monsieur, interrompis-je. Elle a passé toute la soirée à dire des folies. Mais laissez-la reposer, avec des soins convenables, et elle se remettra. Désormais, nous devrons faire attention avant de la contrarier. Je n'ai que faire de vos conseils, répondit M. Linton. Vous connaissiez la nature de votre maîtresse et vous m'avez encouragé à l'exaspérer. Et ne pas m'avoir laissé soupçonner l'état où elle se trouvait depuis 3 jours. Quel manque de cœur! Des mois de maladie ne pourraient produire un tel changement. Je commençai à me défendre, jugeant trop dur d'être blâmé pour l'entêtement pervers d'une autre. Je savais que la nature de madame Linton était obstinée et impérieuse, m'écriai-je, mais je ne savais pas que vous vouliez encourager son caractère violent. Je ne savais pas que, pour lui faire plaisir, je devais fermer les yeux quand M. Heathcliff venait. J'ai rempli le devoir d'une fidèle servante en vous avertissant. Et voilà ce qu'une fidèle servante reçoit comme gage. Soit, cela m'apprendra à me méfier la prochaine fois. La prochaine fois, vous pourrez vous procurer vos informations vous-même. La prochaine fois que vous me ferez des comptes, vous quitterez mon service, Hélène Dean. Vous préféreriez ne rien savoir, sans doute, monsieur Linton. Vous autorisez Heathcliff à venir faire la cour à Miss et à profiter de chaque occasion que peuvent offrir vos absences pour empoisonner contre vous l'esprit de ma maîtresse? Si troublée que fût Catherine, sa pensée était assez alerte pour saisir notre conversation. « Ah, Nelly m'a trahi !» s'écria-t-elle avec passion. « Nelly est mon ennemie cachée. Sorcière que vous êtes, ainsi vous cherchez des flèches de fée pour nous blesser. Lâchez-moi, je vais l'en faire repentir. Je lui ferai hurler sa rétractation. » Une rage de folle brillait dans ses yeux. Elle se débattait désespérément pour se dégager des bras de Linton. Je n'avais pas envie d'attendre la suite, et, me décidant à aller chercher l'aide d'un médecin sous ma propre responsabilité, je quittai la chambre. En passant dans le jardin pour gagner la route, à un endroit où un crochet d'attache est fixé dans le mur, je vis quelque chose de blanc qui s'agitait d'une façon irrégulière, évidemment sous une influence autre que celle du vent. Malgré ma hâte, je m'arrêtai pour examiner ce que c'était, afin de ne pas laisser par la suite se former dans mon imagination la conviction que j'avais passé à côté d'une créature de l'autre monde. Grande furent ma surprise et ma perplexité en découvrant, au toucher plus qu'à la vue, la chienne épagnole de Miss Isabelle, Fanny, suspendue par un mouchoir et sur le point d'étouffer. Je rendis bien vite la liberté à la pauvre bête et la déposai dans le jardin. Je l'avais vue suivre en haut sa maîtresse quand celle-ci était allée se coucher. Je me demandais comment elle pouvait être ressortie et se trouver là, et quelle était la personne mal intentionnée qui lui avait infligé ce traitement. Tandis que je défaisais le nœud qui entourait le crochet, il me sembla entendre à plusieurs reprises le bruit des sabots d'un cheval galopant à quelque distance. Mais j'avais tant de sujets de réflexion qu'à peine accordai-je une pensée à cet incident, encore qu'en cet endroit, à 2 heures du matin,
Ce son fut étrange. Monsieur Kenneth, par bonheur, sortait précisément de chez lui pour aller voir un malade dans le village, quand j'arrivai dans la rue. Le rapport que je fis de la maladie de Catherine le décida à revenir avec moi sur le champ. C'était un homme franc et rude. Il ne fit pas scrupule d'exprimer ses doutes de la voir survivre à cette seconde attaque, si elle ne se montrait pas plus docile à ses instructions qu'elle ne l'avait été jusqu'à présent. « Nelly Dean, dit-il, je ne puis m'empêcher de penser qu'il y a là une cause qui m'échappe. Que s'est-il passé à la grange ? De singulières rumeurs ont couru par ici. Une fille forte et courageuse comme Catherine ne tombe pas malade à propos de rien. Non, cela n'arrive pas à des personnes comme elle. Il faut quelque chose de sérieux pour déterminer, dans ces organisations-là, des fièvres ou d'autres manifestations semblables. Comment cela a-t-il commencé ? Le maître vous mettra au courant, mais vous connaissez le tempérament violent des Earnshaw, et Madame Linton le possède, au plus haut point. Ce que je puis dire, c'est que cela a débuté par une querelle. Elle a été frappée d'une sorte d'attaque au cours d'un accès de colère. C'est ce qu'elle raconte, du moins, car elle s'est enfuie au plus fort de cet accès et s'est enfermée. Ensuite, elle a refusé de manger, et maintenant, elle est alternativement dans le délire ou dans un demi-rêve. Elle reconnaît les gens qui l'entourent, mais elle a l'esprit plein d'idées étranges et d'illusions. Monsieur Linton va être bien affecté, observa Kenneth sur un ton interrogateur. Affecté ? Son cœur se briserait s'il arrivait quelque chose. Ne l'alarmez pas plus qu'il n'est nécessaire. Bon, je lui avais dit de prendre garde. Il a négligé mes avertissements. Il faut bien qu'il en subisse les conséquences. N'a-t-il pas été intime avec M. Heathcliff depuis quelque temps ? Heathcliff fait de fréquentes visites à la grange, mais bien plutôt en s'autorisant de ce que la maîtresse l'a connu lorsqu'il était enfant, qu'à cause du goût que pourrait avoir le maître pour sa société. À présent, il est dispensé de prendre la peine de venir, en raison de certaines aspirations présomptueuses qu'il a manifestées à l'égard de Miss Linton. Je ne crois guère qu'on le reçoive encore. Et Miss Linton lui a tourné le dos ? Questionna encore le docteur. Je ne suis pas dans sa confidence, répliquai-je, peu désireuse de continuer sur ce terrain. Non, c'est une personne renfermée, remarqua-t-il en secouant la tête. Elle ne prend conseil que d'elle-même, mais c'est une vraie petite écervelée. Je tiens de bonnes sources que la nuit dernière, et c'était une jolie nuit, Heathcliff et elle se sont promenés dans la plantation derrière votre maison pendant plus de 2 heures. Il la pressait de ne pas rentrer, mais de monter sur son cheval et de s'enfuir avec lui. Mon informateur rapporte qu'elle n'a pas pu se débarrasser de lui qu'en s'engageant sur l'honneur à être prête lors de leur prochaine rencontre. Quand doit avoir lieu cette rencontre ? C'est ce qu'on a pu entendre. Mais engagez vivement, Monsieur Linton, à ouvrir l'œil. Ces nouvelles me fournissaient un autre sujet d'alarme. Je devançai Kenneth et courus pendant la plus grande partie de mon trajet de retour. La petite chienne aboyait toujours dans le jardin. Je perdis 1 minute pour lui ouvrir la barrière, mais au lieu de se diriger vers la porte de la maison, elle se mit à courir çà et là, reniflant l'herbe, et elle se serait échappée sur la route si je ne l'eusse saisie et emportée avec moi. Quand je fus montée dans la chambre d'Isabelle, mes soupçons se confirmèrent. Elle était vide. Si j'étais venue quelques heures plus tôt, la nouvelle de la maladie de Madame Linton aurait pu prévenir sa démarche inconsidérée. Mais que faire maintenant ? Il n'y avait pas possibilité de les rattraper qu'en se mettant sur le champ à leur poursuite. Ce n'est pas moi, pourtant, qui pouvais courir après eux. Et je n'osais pas réveiller et mettre en émoi toute la maison. Bien moins encore révéler cette fuite à mon maître, absorbé qu'il était dans son présent malheur et sans courage de reste pour ce nouveau chagrin. Je ne vis rien d'autre à faire que de me taire et de laisser les choses suivre leur cours. Kenneth étant arrivé, j'allais l'annoncer avec une contenance mal assurée. Catherine dormait, d'un sommeil troublé. Son mari avait réussi à apaiser son accès de frénésie. Il était penché sur l'oreiller, épiant toutes les nuances et tous les changements de la pénible expression de ses traits. Le docteur, après avoir examiné le cas, lui exprima l'espoir d'une issue favorable, si nous pouvions maintenir autour d'elle un calme parfait et constant.
À moi, il révéla que le danger qui menaçait n'était pas tant la mort que l'aliénation mentale permanente. Je ne fermai pas l'œil cette nuit-là, non plus que M. Linton. Nous ne nous couchâmes même pas. Longtemps avant l'heure habituelle, les domestiques étaient tous levés, circulant dans la maison d'un pas furtif et échangeant leurs réflexions à voix basse, quand ils se rencontraient l'un l'autre au cours de leurs travaux. Tout le monde était en mouvement, sauf Miss Isabelle. On remarqua bientôt qu'elle avait le sommeil bien profond. Son frère également demanda si elle était levée. Il paraissait impatient de la voir apparaître, et blessé qu'elle se montrât si peu inquiète de sa belle-sœur. Je tremblais qu'il ne m'envoyât la chercher, mais j'échappais à la peine d'être la première à annoncer sa fuite. Une des servantes, fille étourdie, qui avait été faire une course matinale à Gimmerton, arriva en haut de l'escalier, hors d'haleine, bouche bée, et se précipita dans la chambre en criant « Oh mon Dieu, que va-t-il arriver encore? Maître, notre jeune demoiselle !» « Pas tant de vacarme !» criai-je vivement, furieuse de sa bruyante démonstration. « Parlez plus bas, Marie. Qu'y a-t-il » dit M. Linton. « Qu'est-il arrivé à votre jeune demoiselle ?»« Elle est partie. Ce Heathcliff s'est enfui avec elle, » dit la fille en haletant. « Ce n'est pas vrai !» s'écria Linton en se levant avec agitation. « C'est impossible. Comment cette idée vous est-elle entrée dans la tête ? Hélène Dean, allez la chercher. C'est incroyable. C'est impossible. » Tout en parlant, il conduisait la servante vers la porte. Puis, il lui demanda de nouveau de lui faire savoir les raisons d'une telle assertion. « Eh bien, j'ai rencontré sur la route un garçon qui vient chercher du lait, ici, » balbutia-t-elle. « Et il m'a demandé si nous n'étions pas dans l'inquiétude, à la grange. Je pensais qu'il voulait parler de la maladie de madame, et je répondis que si. Alors il me dit « On s'est mis à leur poursuite, je pense. » Je le regardai avec surprise. Il vit que je ne savais rien, et il me raconta comment un monsieur et une dame s'étaient arrêtés chez un forgeron pour faire remettre un fer à un cheval, à 2 miles de Gimmerton, peu après minuit, et comment la fille du forgeron s'était levée pour voir qui c'était. Elle les avait reconnus aussitôt, tous les deux. Elle vit l'homme, c'était Heathcliff, elle en était certaine. Personne ne peut le confondre avec un autre, du reste. Mettre en paiement un souverain dans la main de son père. La dame avait son manteau sur la figure, mais elle demanda une gorgée d'eau, et pendant qu'elle buvait, le manteau retomba et laissa voir très distinctement ses traits. Heathcliff tenait les rênes des 2 montures quand ils partirent. Ils tournèrent le dos au village et s'éloignèrent aussi vite que le mauvais état des routes le leur permettait. La jeune fille ne dit rien à son père, mais elle a raconté l'histoire dans tout Gimmerton ce matin. Pour la forme, je courus à la chambre d'Isabelle et y jetai un coup d'œil. En revenant, je confirmai les dires de la servante. M. Linton avait repris sa place près du lit. À ma rentrée, il leva les yeux, comprit la signification de mon air désolé, et les baissa de nouveau, sans donner un ordre, ni prononcer un mot. « Allons-nous essayer quelque chose pour la rattraper et la ramener ?» demandai-je. « Que pourrions-nous faire ?»« Elle est partie de son plein gré, » répondit le maître. « Elle avait le droit de partir si bon lui semblait. Ne m'importunez plus à son sujet. Elle n'est plus ma sœur, que de nom, désormais. Non que je la désavoue, mais parce qu'elle m'a désavoué. » Ce fut tout ce qu'il dit à ce propos. Il ne se livra par la suite à aucune investigation et ne fit aucune allusion à elle, sauf pour m'enjoindre d'envoyer ce qui lui appartenait dans la maison, à sa nouvelle demeure, où qu'elle fût, dès que je la connaîtrais. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les Hauts de Hurlevent. Donc je vous ai fait un petit récap des 10 premiers chapitres parce que j'étais malade, il y a eu les fêtes, j'ai été remalade et on a lu les chapitres 11 et 12. Mais d'abord, vous allez jouer à Où est le chat ? J'ai une pile de linge. Vous avez vu comme il est mignon ? C'est Basile.
On a lu donc 2 chapitres, et ce qui nous amène à 39 du roman. J'ai fait un espèce de petit récap parce qu'on a on a dû s'interrompre pendant 3 semaines si je ne me trompe pas. Et normalement, ça va nous mener, si je ne m'interromps pas d'ici là, jusqu'au 23 mars, quand même. Si je me suis pas trompée, hein, ce qui est possible parce que... Non, normalement non. Mais c'est à raison à peu près de 2 ou 3 chapitres par dimanche. Je verrai des fois si c'est possible d'augmenter un petit peu parce que c'est vrai que ça fait long, quoi. C'est un roman qui est assez gros, hein. C'est un roman qui est assez gros et qui compte 34 chapitres qui sont quand même conséquents, donc voilà. Ah, et sinon, j'ai acheté un poulpe. Donc, là, c'est un petit peu le bordel. Donc là, souvenez-vous, il y a au précédent chapitre, donc le chapitre 10, Heathcliff apprend par Catherine mère, que Isabelle Linton, donc la belle-sœur de Catherine, la sœur d'Edgar, est amoureuse de lui. Et il se dit que cet argent-là pourrait lui permettre, l'argent de sa dot, pourrait lui permettre de se venger de Hindley. Donc, souvenez-vous qu'avec Hindley, ils se sont cordialement détestés pendant des années. Hindley a pourri la vie d'Heathcliff, et Heathcliff a promis de se venger. Sauf que depuis le retour d'Heathcliff, qui a disparu pendant 3 ans, quand il a appris que Catherine allait se marier avec Edgar, depuis le retour d'Heathcliff, Heathcliff vit à Hurlevent et il passe ses soirées à picoler et à jouer aux cartes et à jouer de l'argent avec Hindley. Hindley qui est veuf, qui a failli à plusieurs reprises, qui a failli tuer son fils Ayrton, qui est complètement instable, qui est archi violent et qui est aussi un petit peu sous la coupe de Joseph. Donc, disons que la perspective qu'Heathcliff s'enfuit avec Isabelle, ça, c'est pas terrible parce que déjà il est cruel envers elle, il a été cruel envers elle, il l'avait fait pleurer. Avec la complicité de Catherine, puis c'est une pauvre gamine, hein. Elle a 17 ans. Donc c'est pas terrible. Donc là, il est en train de plus ou moins lui faire la cour, un petit peu à la bonhomme, etc. Catherine est jalouse comme un pou. Madame Dean a prévenu Edgar des intentions de Heathcliff et des intentions aussi de sa sœur. Ce qui veut dire que là, ils sont partis, ils se sont enfuis. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont probablement se marier. Et Heathcliff va se servir de cette petite gamine qui est amoureuse pour se venger de Hindley. Donc c'est un petit peu un des meilleurs démarrages de relation, de mariage. On sent l'amour là-dedans, c'est pas terrible. Et Catherine surtout, elle réagit très mal parce que elle est très jalouse. C'est quelqu'un d'envieux, hein, Catherine. Mais c'est quelqu'un aussi qui a toujours aimé Heathcliff et leurs conditions différentes font que c'est pas possible. C'est pas possible. Mais du coup, évidemment que Edgar, il est pas très content. Et pourtant, Edgar, c'est un petit peu un mou, quelque part. Mais Edgar, c'est quelqu'un qui est c'est plutôt un homme bien, c'est plutôt un homme pondéré, c'est plutôt un homme qui est posé et qui va subir, en fait, le comportement de Catherine. Et en fait, à raison, il dit un peu, non mais ça suffit, vous arrêtez de rencontrer Heathcliff parce que c'est pas possible. Par contre, le truc que j'ai trouvé sympa, lors de la confrontation entre Edgar, là, quand Catherine, mais Catherine, elle est quand même super malhonnête quelque part. Parce que Catherine, elle les a tous enfermés, sachant que son mari risque de se battre avec l'homme qu'elle aime. Et que, de toute façon, c'est une relation qui est vouée à l'échec. Parce que socialement, c'est pas possible. Catherine, elle est quand même petite noblesse, très certainement, propriétaire terrienne, etc. Mais Catherine, Heathcliff, il est pas du tout là-dedans. Donc c'est voué à l'échec, quelque part, parce que si elle s'enfuit avec Heathcliff,
elle aura pas le niveau de vie qu'elle a actuellement. Ça va être la honte. C'est pas terrible. Il y a le poids de la société, hein. Mais elle va quand même jusqu'à les enfermer dans la pièce pour qu'ils s'expliquent, sachant que Heathcliff, c'est quand même une cocotte minute en face. Et du coup, quelque part, moi, ça m'a satisfait que Edgar lui porte un coup à la gorge et que ça lui coupe un peu la chic. Bon, il n'est pas content, hein. Évidemment, Heathcliff, il n'est pas content du tout. Mais Catherine se rend malade derrière. Parce que, vu la personnalité de Catherine, je comprends totalement que Nelly pense qu'il y a une grosse part de comédie dans ce qu'elle raconte. Mais on voit aussi qu'il y a quand même une certaine fragilité psychologique parce que elle est passionnée, enfin elle lâche quoi. C'est l'esprit qui lâche et j'ai l'impression que c'est le corps qui lâche aussi derrière parce elle est quand même plus ou moins délirante. Et là, je pense qu'on est vraiment dans du roman gothique, dans le côté expression des sentiments qui sont disproportionnés, qui sont très emportés, très passionnés, etc. Je pense que là, on se situe vraiment dans le roman gothique, je trouve. Il y a des éléments qu'on peut retrouver chez Frankenstein, chez Dracula, chez des romans qui sont estampillés gothiques, avec une part de surnaturel qui est plus importante qu'ici. Parce que dans Les Hauts du Hurlevent, je trouve qu'on est plus... La part de surnaturel, elle est soit hallucinatoire, soit elle est fantasmée, désirée. On est plus dans l'intériorité du personnage, je trouve, que dans quelque chose de surnaturel, l'histoire de l'enfant, du fantôme, etc. Et là, ça craint quand même du boudin, parce que ce que le médecin a l'air de dire, c'est que l'état de santé de Catherine, là, c'est pas gagné. Bon, après, je sais pas vous, mais moi, Catherine, j'ai un peu de mal avec elle quand même, parce que elle est méchante. Parce que ce qui se passe entre la petite Isabelle et Heathcliff, c'est de sa faute. Parce qu'elle avait pas. Elle a ouvert sa grande trappe. Ce qui se passe aussi, la dégradation énorme là, des relations entre Heathcliff et Edgar, c'est de sa faute aussi. Parce qu'elle les enferme. Parce que Heathcliff, il a eu. Le premier coup a été porté par Edgar. Heathcliff, il était que dans de la menace jusqu'à présent. Mais après, évidemment, ça va. Là, il veut buter tout le monde, quoi. Mais Catherine, c'est vraiment le déclencheur, hein. Alors, Heathcliff, c'est un baril de poudre, on est d'accord. Mais Catherine, elle l'allume quand même, hein. Et on apprend donc que, eh ben, ils se sont fait la belle. Donc, je sais comment ça continue. Je vais couper très vite le résumé. Donc, le résumé, c'est lesrésumés.com. Si vous avez envie de relire, si vous êtes un peu perdu. Mais là, très, très, très clairement, les personnages se sont foutus dans la merde. Euh, Catherine. Donc, on sait que Catherine, mère, est morte au moment où Monsieur Lockwood, il vit à la grange. En fait, on se doute qu'ils sont un peu tous morts parce que il y a Heathcliff qui vit au haut de Hurlevent, ce qui veut dire que Hindley est mort. Il vit avec Ayrton, le fils de Hindley, dans le présent. Et dans le présent, il n'y a pas de Linton. Edgar Linton, il n'est pas là. Isabelle Linton, elle n'est pas là. Parce que c'est Catherine fille. Et c'est Catherine, donc la fille de Catherine, qui, qui a épousé le fils d'Heathcliff. C'est particulier, hein. C'est particulier parce on est sur des personnages qui sont pas sains. Et Nelly, je trouve qu'elle est pas beaucoup plus saine là-dedans. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde de sains là-dedans, dans ces familles. Edgar, si quand même, Edgar ça va. Isabelle Linton, bon, c'est une gamine, hein. C'est une gamine qui rêve du beau gars, quoi. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous pensez que ça va se goupiller? J'espère que je ne vous spoil pas. Je pense pas. Je pense qu'on avait déjà compris qu'il était vivant, qu'il était mort. Mais je vérifierai.
Et je vais toujours mettre, je ferai une petite mise à jour en fait des personnages du présent et du passé, et de l'évolution de ce qu'on sait en fait, de leur histoire, de leurs relations, en barre d'informations. Je le ferai à chaque fois parce que c'est plus facile de s'y repérer, parce que comme il y a une double temporalité et qu'en plus il y a des personnages qui ont les mêmes noms, dans le passé et dans le présent, je pense que ça peut être assez facile de se paumer, surtout avec une interruption de 3 semaines. Donc, bah voilà. Alors honnêtement, je pense qu'après les Hauts du Hurlevent, je partirais sur une lecture un peu plus light quand même. Peut-être un Dumas, je sais pas. Un truc plus sain, qui prenne moins la tête. Euh, c'est vrai que ça va faire longuer, hein. Enfin, après, je trouve que c'est pas de mémoire, c'est pas un livre que j'ai trouvé long. Mais si vous voulez, on est un peu tout le temps de mémoire, hein. Donc, on est tout le temps dans le matraquage de ce mal-être, remuer la boue comme ça. Et ce qui fait que je le déconseille à des personnes qui vont pas bien. C'est pas le bouquin à lire quand vous n'allez pas bien. Donc, si vous arrêtez, hein. Si vous allez pas bien, là, vous arrêtez, allez écouter autre chose. Allez écouter, pourquoi pas le fantôme de l'opéra, on se marre bien. Bon, après tout le monde meurt. Donc, c'est pas vrai. Bref, j'ai des bêtises. Mais ouais, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Bon, je vais m'arrêter là. Normalement, mercredi prochain, je vous parlerai de romans de Carl Pino, donc des polars, deux sur un même personnage, Greg Brandt, un policier. Donc un policier à ses débuts de carrière quand il débarque à Nantes et à la fin de sa carrière, même après sa carrière quand il est à la retraite, toujours à Nantes. Et pour quelques millions, où on est entre Cuba et Paris, je crois bien. Je suis à peu près à la moitié, on est vendredi, je pense que je le finis ce week-end tranquillou bidou, et donc j'aurai largement le temps de l'enregistrer et de le monter. Je pense qu'ensuite je vais partir soit sur de la fantaisie ou ça caille, avec un peu de jeunesse, un peu d'adulte. Et il n'y a pas forcément que de la fantaisie d'ailleurs, je dis des bêtises, mais on va partir où il fait froid. Ou alors on va partir sur des livres de Céline Badarou, qui est une autrice auto-éditée, que je commence à bien apprécier sur YouTube parce que j'aime bien ce qu'elle fait, surtout ses interviews d'auteurs. Ou peut-être qu'on peut partir sur des livres des moutons électriques. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais donc Les Moutons Électriques, c'était une maison d'édition indépendante qui a vécu 20 ans et 6 mois et qui vient de mettre la clé sous la porte parce que difficultés financières, je sais pas plus, je suis pas trop dans les cancans moi parce que je me dis quelque part ça m'appartient pas, j'ai pas d'avis à avoir là-dessus. Euh, Il y a des mots qui circulent sur les réseaux, mais ça circule, je peux les écouter un peu, mais bref, ça m'attriste parce que c'est une maison que je suivais, j'avais déjà lu des bouquins de chez eux, j'aimais beaucoup leur couverture, donc peut-être qu'on va lire un peu de Moutons électriques. Parce que j'ai participé à leur dernière campagne de financement et j'ai acheté 3 livres, donc c'était des graphiques ou des nouvelles qui sont magnifiques, je vous montrerai, ou ça peut être le dit du chien noir, donc c'est un ensemble de 3 livres dans les mythes arthuriens par Alex Nikolavitch, et c'est aussi aux moutons. Et d'ailleurs, j'ai vu des bouquins des moutons électriques encore à l'espace culturel tout à l'heure. Les moutons ont fermé il y a quelques jours, là, début de semaine, je pense. Je vous laisse là. Je vous souhaite un très bon dimanche. N'hésitez pas à me donner vos petites théories sur la suite des Hauts du Hurlevent. Sachant que là, on a juste lu les 12 premiers chapitres et il y en a 34 au total. Donc il y en a pas mal encore derrière. Et j'ai l'impression que je vais plus les lire 2 par 2 que 3 par 3. À tout bientôt. Passez un très bon dimanche, restez bien au chaud, mangez bien des trucs qui tiennent au corps parce que ça caille. Et dites-moi ce que vous lisez ces temps-ci ou ce que vous avez envie de lire, parce que c'est toujours sympa. On regarde un petit peu le petit Basilou. Basilou. Oh, il est fatigué ce chaton. Vous avez vu comme il est fatigué. Donc il s'est glissé entre le jean et il est sur
Il est sur un gilet et au-dessus, il y a un jean. Ah, c'est vrai. Tu fais ses toutous. Regarde, il est fatigué. Oh là là. Voilà. Allez, bon dimanche. Je vais laisser dormir les chatons parce que il est tard. Salut.